ça fait un moment que je voulais faire un film pour tous. Quand je dis pour tous, je fais une distinction avec film pour enfants. Un film pour tous. C'est-à-dire un film qui en gros, regroupe tous les âges. Un peu à la façon du cinéma que je voyais quand moi j'étais encore chez mes parents, et qu'on allait au cinéma, on allait voir Opération Tonnerre, Le Planète des Singes, on allait voir ce genre de film. Et chaque fois dans la salle, on voyait les familles. C'est-à-dire qu'il y avait à gauche une famille Intel avec le père, la mère, la grand-mère, l'oncle, etc. et les enfants. Bon. C'était une conception du cinéma qui aujourd'hui a été extrêmement impactée par la segmentation. On s'est mis à dire tel film c'est pour une telle catégorie de public, pour les enfants, pour les femmes, etc. etc. Et c'est vrai que depuis un moment, je me disais, ça serait quand même intéressant de faire un film qui puisse être lu de différentes façons selon les âges. C'est-à-dire un film qui sera lu d'une telle manière par les enfants, mais complètement d'une manière différente par les adultes, sans pour autant que ça les gêne d'avoir emmené les enfants avec eux. Les contes de fées, à ce niveau-là, c'est un terrain fantastique. C'est-à-dire c'est vraiment l'endroit où on peut s'amuser à travailler le symbolisme notamment, et à parler en fait de choses audacieuses, mais sans avoir l'air d'y toucher. Donc pour moi, oui, et c'est un vrai genre. Moi qui aime les genres au cinéma, c'est un vrai genre. En cela. Mais c'est un travail d'équipe. Hein. Oui. Vraiment, je tiens à dire, c'est que quand on fait un film comme ça, et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime mon boulot, c'est que c'est vraiment un travail qui est fait par plein de gens en même temps. Et on ne peut pas faire un film comme ça tout seul. Voilà. Même si on en a l'idée, même si dans mon cas on le prépare, on le dessine, etc., etc., on fait attention à tous les petits détails. Parce que à ce niveau-là, je suis complètement un fétichiste. J'aime travailler les matières des robes, du fond du décor qui sera derrière telle robe, etc. Tout ça, c'est quelque chose que j'aime travailler. Mais il est clair que pour arriver à ce résultat-là, il faut autour de soi vraiment des gens extrêmement compétents. Et on en a en France. Parce que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu aussi faire ce film. C'était que j'avais l'impression depuis quelque temps que de la part d'une génération de spectateurs qui arrivent, le cinéma français était définitivement devenu ringard. C'est-à-dire que... Non mais c'est un truc terrible parce que moi j'ai été journaliste comme vous, je faisais une revue qui s'appelait Starfix. On n'était pas à 100% pour les films français, mais de temps à autre il y avait un film français qui nous plaisait. J'ai l'impression aujourd'hui qu'on rentre dans une espèce de radicalisation du public qui est les films américains sont les films dans lesquels on peut voir des choses étonnantes, et puis les films français sont franchement ringards. Et on le voit bien dans les forums, etc. Et c'est quelque chose contre lequel j'aimerais bien aller. C'est-à-dire dire aux gens, ben non. C'est-à-dire, d'ailleurs, que vous aimiez ou pas le film que j'ai fait là, il y a en France les compétences pour faire ce genre de cinéma. Ce qui n'est pas une négation du reste, mais on peut faire ça. Voilà. Ce film a été pensé, conçu par les Français. Et je ne veux pas par là titiller la veine patriotico-chauviniste, tu vois, mais quand même, on voit tellement de bashing contre le cinéma français récemment, je me dis que c'est intéressant de dire, bah voilà, les gens qui ont fait ce film sont français. Bah, je pense que quand le Pacte est sorti, je pense qu'on était dans une perception différente du cinéma. Il y avait un regain d'intérêt énorme sur ce qu'on peut appeler la pop culture. C'est-à-dire que les gens commençaient à... Enfin, moi, en parallèle, j'éditais une collection qui s'appelait HK, etc., où je sortais beaucoup de films asiatiques, et on sentait une espèce de fébrilité. Il y avait comme un parfum dans l'air où on se disait on va pouvoir faire ce genre de film. On va nous laisser faire ce genre de film. Le Pacte des loups s'est fait dans des conditions extrêmement difficiles. Parce que c'était un film entièrement en extérieur, contrairement à celui-là qui est entièrement par une scène en intérieur. Donc il y avait quelque chose dans l'époque. Et là, je pense que le film est assez différent. Je pense que La Belle et la Bête, autant le Pacte est une espèce de film cinglé, dont la recette disparaît au fur et à mesure que le film se fait. C'est-à-dire d'une certaine manière, moi j'ai toujours pensé que le Pacte des loups c'était un one-shot. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas faire un film comme ça. Parce que c'était presque une espèce d'échafaudage de genre, de références, de trucs comme ça. Ça a marché, les gens ont été embarqués, super, mais je n'ai jamais pensé que ça pourrait impacter le système, qu'on allait pouvoir lancer. Des gens ont essayé néanmoins, hein. Il y a eu des films qui sont faits et qui n'ont pas emporté le succès. Je crois que La Belle et la Bête est à mon avis complètement différent. Je pense que d'abord on est plus strictement sur un genre qui est la féerie, même s'il y a des influences, même s'il y a des références qui sont assez cosmopolites dans le film, néanmoins on est sur un genre qui est très définissable.
alors que dans le Pack des Loups, il y avait un peu le côté auberge espagnole quand même très assumé. Et le fait qu'il y ait eu 2 adaptations de Blanche-Neige il y a quelques temps, est-ce que vous pensez que ça peut justement pousser le film et le genre féerique? Non, je pense que c'est différent. Je pense que, très sincèrement, là je vais parler sans langue de bois, je pense que La Belle et la Bête, le fait que ce film existe dans le cadre du cinéma français est très différent de la manière dont existent les contes aux États-Unis. D'abord, ce film-là fait partie de l'ADN de notre culture, pas seulement du cinéma. Il y a eu beaucoup de films féeriques qui sont faits dans les années 40, qui ont énormément marché, dont La Belle et la Bête de Cocteau, mais aussi Les Visiteurs du Soir, Sylvie le Fantôme, enfin il y en a eu des paquets. Et ça fait vraiment partie des genres qu'on a délaissés. Aux États-Unis, je pense qu'on est dans une autre configuration qui est plutôt une configuration pragmatique, voire cynique. C'est-à-dire qu'on prend un nom, Blanche-Neige, et on fait un film qui a très peu de rapport avec le conte. En gros, quand on regarde Blanche-Neige et le Chasseur, par exemple, moi j'ai plutôt envie de dire c'est Jeanne d'Arc contre la comtesse Bathory, mais c'est pas Blanche-Neige. C'est-à-dire, doucement, elle met une armure, elle prend une épée, etc. C'est-à-dire qu'on est dans un truc exact. Cet après-midi, je suis allé voir I, Frankenstein. On est exactement dans ce truc-là. C'est-à-dire, on prend un nom, on le met, et on fait quelque chose derrière qui, on l'espère, va plaire aux ados. Celui-là est d'une certaine manière très différent de cette... Pas d'abord parce que le système français de production n'a rien à voir avec le système hollywoodien. Et je crois que celui-là est plus en référence finalement à quelque chose qui a existé et qui est culturellement local, plutôt que, je dirais, plutôt que la recherche de franchise ou la recherche de trademark que pratique le cinéma hollywoodien aujourd'hui d'une manière assez intensive. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais pour moi c'est assez différent. Non, mais il y a une explication quelque part, c'est que Richard et moi on a partagé une aventure qui s'appelle Pack des Loups, qui a super dérapé. C'est-à-dire que, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est-à-dire que, et pour des raisons qui n'étaient pas liées à nous, c'est-à-dire qu'on était confrontés à un tournage en montagne, avec les intempéries, etc. Il pleuvait, il neigeait, il grêlait, et il faisait beau dans la même journée. C'était complètement aberrant, etc. Ça a dérapé très très vite. Le film était prévu sur 90 jours, il a fini sur 140 jours de tournage. Celui-là, on a duré 57 jours de tournage, juste pour une comparaison. Donc, ça a dérapé sévère. Quand je suis retourné vers Richard avec l'idée de faire La Belle et la Bête, je lui ai dit on va faire exactement le contraire de ce qu'on a fait avec le Pack des Loups. Il n'y aura pas d'extérieur réel. Et ça nous permettra de tenir le film. Ça nous permettra de le faire sous verre. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que même le film, par exemple, qui était au départ, le schedule était de 62 jours, mais il y a eu des dépassements, par exemple, sur le département artistique. Et moi, j'ai redonné des jours de tournage pour un peu compenser, par exemple, les dépassements sur le... Donc, on a fini à 57 jours, tu vois. Mais d'une manière ou d'une autre, je crois que c'est la peur de déraper à nouveau, qui m'arrête, hein, si vous voulez, qui nous a fait prendre ce film d'une autre façon. Déjà en se disant, on va tout reconstituer, c'est-à-dire que les herbes, les arbres, le ciel, les petits animaux que vous voyez, etc., tout va être fait en post-prod. Donc ça, c'est une démarche qui était très intéressante, parce que je m'étais confronté à une espèce de tournage de guerre du Vietnam avec le Pack des Loups, et je passais carrément sur un tournage sur de la moquette, tu vois, impeccable. Le soleil brillait tout le temps, puisque de toute façon c'était sunlight, donc il suffisait d'allumer et d'éteindre. En fait, tu sais, j'avais envie de... Au départ, j'aimais bien l'idée qu'il n'y ait pas que la bête qui soit maudite. Qu'il y ait aussi les chiens de chasse, puis les 3 chasseurs qui étaient avec le prince, tout ça. J'aimais bien l'idée que la malédiction, finalement, crée une espèce de panthéon, en fait, de petites créatures, des créatures immenses, etc. Et j'ai toujours pensé que la féerie, ça marche aussi sur un rapport de taille. Je pense, par exemple, les enfants... aiment la féerie parce qu'il y a souvent des petites créatures qui leur permettent d'avoir un rapport de taille intéressant. Et puis il y a foncièrement pour moi l'idée la plus pure de la féerie que j'ai eue ces dernières années, ça a été évidemment Miyazaki. Et j'aime spécialement Totoro. Et dans Totoro, il y a ce rapport de taille très étrange. Tu as des créatures colossales, puis des toutes petites créatures qui se baladent comme ça, qu'on voit à peine. Et j'aimais bien ce truc-là. J'aimais bien me dire, tiens, je vais avoir des toutes petites créatures, puis je vais avoir des trucs immenses qui ont 22 mètres de haut. Donc c'était finalement, ça allait dans le sens pour moi d'une conception en fait de la féerie qui est très mythologique. C'est-à-dire, c'est vrai que la féerie telle qu'on la conçoit par exemple
à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, c'est très... il y a un personnage maudit, voilà, etc. Moi, j'aimais bien imaginer que on revenait finalement aux vieilles légendes mythologiques qui ont fondé en fait la féerie, avec des titans, avec des petits dieux qui se cachent sous les tables. Tu vois, ce truc-là, ce rapport-là qui pour moi était très intéressant et que je trouve aussi dans Harry Potter, que j'aime beaucoup personnellement. Oui, bien sûr, on a montré le film des enfants. On a montré même le plus jeune, c'était une petite fille de 3 ans et demi. Voilà. Oui, les enfants, je vais commencer par ça, les enfants, ils ont une façon de regarder un film qui n'a rien à voir avec nous. C'est-à-dire qu'ils sont hyper sensibles sur certaines choses, notamment tout ce qui est le mystère, les climats de mystère, ou de choses qu'on perçoit, qu'on ne voit pas complètement, etc. etc. Et je pense que ça, c'est complètement tenu dans le film. Et donc, les réactions qu'on a eues sur les enfants étaient très bonnes. Parfois, je me demandais s'ils allaient, par exemple, rentrer dans le rythme du film. Mais en fait, c'est pas ça du tout sur lequel il fonctionne, j'ai l'impression. Il fonctionne sur le visage de la bête, sur l'état d'homme, sur les géants à la fin, qui écrasent les gens, sur les passages secrets, sur ce genre d'ambiance, en fait, sur le son aussi. Ça, j'ai pu relever ça. Ils n'ont pas terriblement peur ? Non, non, parce que les 2 derniers Harry Potter sont nettement plus horrifiques que ce film-là. C'est quand même très différent. Non, je pense pas. Puis même la bête, j'ai fait attention pour moi qu'elle soit sexy. Je l'ai dit. Pour moi, non, mais la bête devait être. Ça a été un vaste débat avec Vincent, puisqu'il m'a fait un peu la gueule quand je lui ai dit la bête sera plus belle que toi. Mais ça fait partie de ma conception. Je voulais un monstre qui soit comme un surhomme, c'est-à-dire qui soit beau, quoi. C'est-à-dire, comme dans le Cocteau d'ailleurs, dans le film de Cocteau, la bête est magnifique. Quoi. Et je crois que ça fait partie en fait de ma conception personnelle. Moi j'aime les monstres personnellement. Je suis une génération qui a aimé les films de la Hammer et tout ça. Et pour nous les monstres, ils étaient mieux que les hommes. Ça c'est clair. Et donc pour moi la bête, elle devait être super, etc. Donc je pense pas que la bête fasse peur et tout. Je pense que ce qui peut être impressionnant peut-être, c'est des scènes comme la mort de la biche ou des choses comme ça qui peuvent impressionner les enfants, parce que je crois qu'on rejoue un peu le traumatisme de Bambi là. Mais personnellement, je trouve que c'est à partir du moment où ça débouche sur l'émotion, je pense que c'est recevable. Donc le film a été entièrement tourné à Babelsberg, qui est un immense studio qui a été un studio mythique, puisque c'est là qu'a été tourné Metropolis ou Nibelungen, etc., qui ensuite est passé en Allemagne de l'Est, puis finalement est revenu en Allemagne avec la fin du mur. Et c'est un ensemble de plateaux comme on n'en trouve pas ailleurs en Europe, ou presque pas, qui comprend en fait des plateaux de 3000, 2000 et 1000 mètres carrés, littéralement les uns à côté des autres. Ce qui nous a permis de faire le film avec une grande cadence en fait, de rapidité de tournage, dans la mesure où ce qu'on avait à construire, on le construisait, on le déconstruisait très très vite. Donc les équipes étaient lancées dans une course de fond avec le tournage. Comme je dis, le film a été tourné en 57 jours, 11 semaines, c'est assez court. Voilà. Et les effets spéciaux ont été faits. Qui se tournent en 15-16. Et les effets spéciaux ont été faits au Québec. Simplement parce que, et ça nous a permis d'obtenir le prix du film, nous avons pensé dès le départ qu'il ne fallait pas qu'on dépense de l'argent dans ce qu'on appelle les recherches et développement. Les effets spéciaux, beaucoup du budget des effets spéciaux est consacré, quand on va dans une firme, au développement de logiciels en fonction des effets demandés, de nouveaux logiciels. Et nous, on a dit, il ne faut surtout pas qu'on se lance là-dedans. On va prendre des boîtes, quitte à éclater le travail des effets spéciaux sur plein de boîtes, au lieu d'en avoir que 2 ou 3. On va demander les effets spéciaux à des gens qui sont parfaitement maîtres dans chaque type d'effets spéciaux. Donc les bateaux, par exemple, du début, ont été faits par la boîte qui a fait la destruction des navires de la flotte perse dans 300 ans, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on avait chaque fois, on prenait quelqu'un où les mecs avaient déjà les logiciels adéquats pour animer des créatures, pour les poils, pour la mer, etc., pour les herbes, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on n'a rien dépensé en recherche et développement. Et au Québec, ils ont en fait mis en place un programme qui permet de financer, d'aider en fait la création de plein de boîtes d'effets spéciaux dans lesquelles travaillent énormément de Français d'ailleurs. Et en fait, quand tu arrives là-bas, tu fais tes courses. C'est-à-dire tu arrives et puis tu es dans un quartier qui est grand comme la Défense et tous les immeubles, ce n'est que des boîtes digitales consacrées à la création digitale, que ce soit pour les jeux vidéo, pour les effets spéciaux. Donc tu fais tes courses.
Donc tu montes dans la boîte, voilà, je voudrais ça, etc. Montrez-moi ce que vous faites, etc. La biche, par exemple, ou le cheval qui se casse la gueule, c'est fait par les gens qui ont fait, par exemple, les chiens dans le dernier Riddick, parce qu'ils trouvaient que les chiens étaient parfaits, Riddick, donc hop, animation animalière, c'est eux, et ainsi de suite. Donc on a fait nos courses là-bas. Évidemment, ça serait formidable si le gouvernement français se décidait à financer et à mettre en place en fait une sorte de Silicon Valley consacrée aux effets spéciaux, parce qu'on a beaucoup de nos techniciens qui filent là-bas pour travailler. C'est assez dommage. Voilà. Ridley Scott est un des 3 metteurs en scène qui focalisent tout mon intérêt aujourd'hui, avec David Fincher et Cameron. Et donc Legend est pour moi le plus beau film féerique jamais réalisé. Et il y a à l'intérieur des trucs qui sont en hommage d'ailleurs au film de Cocteau, il y a beaucoup d'hommages. Et évidemment, je voulais obtenir une ambiance picturale qui soit en tout cas dans la veine de Ridley Scott, pour une simple raison, c'est que Scott et moi-même, on partage une passion pour la peinture du XVIIIe siècle, la peinture du Premier et du Second Empire, qui est généralement décriée par les spécialistes. Elle est jugée parfois pompière, c'est le terme. Mais on partage une grande passion pour cette peinture, lui comme moi, parce qu'on pense que c'est la peinture qui a fait le chaînon manquant, qui est le chaînon manquant entre la peinture classique et la photographie, à cause de son sens du détail et de la lumière. Et c'est ce qu'on a cherché à reproduire de manière, je crois, assez évidente dans le film. Les grands plans larges sont très influencés par la peinture. Et c'est pour ça que quand tu penses à Legend, c'est normal, parce que Legend est vraiment absolument imbibé de peinture du XVIIIe siècle. 19e siècle, pardon. Je suis pas seulement un cinéphile ou un amateur d'art jusqu'à présent, mais j'adore les jeux vidéo. Et en fait, ce qui m'intéresse dans les jeux vidéo, c'est le fait que les gamins d'aujourd'hui, plus que les gamins d'ailleurs, conçoivent aujourd'hui par exemple l'espace, le temps. Autrefois, on reproduisait d'une manière un peu littéraire. Par exemple, si on faisait un flashback autrefois, on mettait un peu de vaseline autour de l'objectif, alors ça faisait un peu flou, puis on faisait « Ah, c'était un flashback ». Je crois qu'aujourd'hui, à cause des jeux vidéo, les gamins ont la perception d'un univers qui bascule sur lui-même et qui est en 3D. Et quand j'ai fait les flashbacks, c'est pour ça que j'ai fait ces espèces de transgressions à travers cette espèce de miroir aquatique et tout, la caméra bascule, etc. Parce que finalement, pour moi, voilà, exactement. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est intéressant dans la culture d'aujourd'hui, c'est qu'elle se permet d'être beaucoup plus abstraite que ce qu'on pouvait se permettre il y a 50 ans. Grâce notamment, je pense, à la culture numérique, qui a permis aux gens d'être encore plus portés sur l'abstraction. Un film comme Inception, par exemple, doit, à mon avis, son immense succès à cette grande habilité qu'il a de bien définir les différents strates, par exemple, de sommeil, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on se les représente vraiment comme des niveaux de jeu, tu vois. Et je crois que, moi, ça fait partie des choses qui m'intéressent de prendre dans le jeu vidéo et de transporter dans le cinéma. Comme j'évoquais, c'est-à-dire que pour moi, la bête est en fait un surhomme. Donc, comme par exemple Darkness, le diable rouge de Legend, hein, c'est littéralement un surhomme. C'est-à-dire qu'il est plus grand, plus fort, plus puissant, etc. Et pour moi, la bête, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle saute plus haut, elle est plus forte, elle est plus puissante, elle est plus élégante, elle est mieux à tous les points de vue. Elle est raffinée, c'est une version raffinée en fait de nous-mêmes. Et en fait, la perception du monstre comme créature romantique raffinée, elle a commencé dans les années 60 avec les films de la Hammer, et notamment La Nuit du Loup-garou. Et en fait, et Cauchemar de Dracula évidemment, et j'adore Terence Fisher, et je trouve que, d'ailleurs c'est quelque chose que je trouve chez tous les cinéastes anglais, il y a chez les cinéastes anglais une espèce de vénération de l'adversaire, de l'ennemi, de la chose qui est dangereuse. C'est-à-dire par exemple, c'est pas étonnant pour moi que Ridley Scott ait fait Alien. Dans le monstre d'Alien, il est d'une telle puissance, d'une telle capacité de survie, de se conformer à des nouveaux environnements et tout. Ça représente bien cette démarche anglaise qui consiste toujours à faire de l'adversaire, non pas quelqu'un inférieur à nous, mais très supérieur. Et d'une certaine manière, Fisher, je trouve aussi ça chez lui, et c'est pour ça que c'est absolument conscient les clins d'œil à Fisher dans le film et au cinéma anglais gothique, absolument. La bête, écoute, parce que je pense que c'est d'abord un des contes les plus intéressants de tous les contes de fées. Quand on a commencé à parler des contes qu'on pourrait adopter, on avait pas mal aussi parlé de La Belle au Bois dormant. Mais rapidement, je me suis dit, le problème de La Belle au Bois dormant, c'est qu'elle dort, et puis le prince est dans son coin, il se bat et tout ça. Et j'avais commencé à me mettre dans la tête l'idée que si je faisais La Belle au Bois dormant, j'allais être dans les rêves de La Belle au Bois dormant. D'ailleurs, d'une certaine manière, c'est resté un peu là.
Il y a des choses, La Belle au Bois dormant, que j'avais commencé à penser qui sont là. Notamment le fait qu'on voit ce qu'elle rêve et qu'elle se promène dans le château, puis il y a des sortes de passages et elle voit le passé du château. Enfin, il y avait des trucs comme ça. J'avais commencé à imaginer pour La Belle au Bois dormant, en référence à Silent Hill aussi. Tout ça, c'est un peu la même tambouille. Il y avait aussi une chose qui me plaît dans La Belle et la Bête, c'est que c'est un conte écrit 2 fois. Il a été écrit d'abord sous une forme longue, puis sous une forme courte par une femme, par 2 femmes. Madame de Villeneuve et Madame le Prince de Beaumont. Et en fait, moi, il y a toujours quelque chose qui m'intéresse dans le cinéma, c'est tout ce qui peut relever du psyché féminin qu'on peut traiter de manière symbolique. Dans Silent Hill, c'était un matriarcat littéralement de sorcière. Le personnage masculin a été ajouté par la majeure compagnie qui nous produisait. Ils m'ont dit c'est pas possible, on ne peut pas produire un film d'horreur où il n'y a pas d'homme. Donc on a rajouté un mec au dernier moment, mais à l'origine, Silent Hill, il n'y avait pas d'homme du tout. Il y avait que des femmes. Et en fait, je trouve que c'est plus intéressant. D'abord, personnellement, j'ai tendance à faire plus confiance aux femmes et aux enfants en tant que public aux hommes. Désolé. Mais personnellement, je trouve qu'ils ont une façon de s'investir émotionnellement dans le cinéma qui, moi, réalisateur, me touche plus, me plaît plus. Donc je suis naturellement attiré vers les histoires où la part féminine est importante. Et La Belle et la Bête, évidemment, est un conte qui est extrêmement féminin. Et le paradoxe de tout ça, c'est que quand Cocteau le filme en 1946, et qui est un film génial, à mon sens, et bien, curieusement, Belle est presque un personnage qui n'a pas beaucoup d'importance. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est la bête, c'est le rapport de Cocteau à la bête, etc., etc. Et Belle est presque, voilà, un peu sur le côté. Et finalement, ça me permettait, en faisant cette adaptation, de rétablir finalement ce que moi, je sens quand je lis les deux incarnations littéraires de La Belle et la Bête, qui est qu'on est au cœur du personnage féminin.